Deuxième sujet de débat, on ne va pas se fâcher. Et cette question, les créanciers de la France sont-ils trop indulgents avec nous? Pourquoi cette question? Parce que les taux souverains sur la dette française sont redescendus à 3,3% depuis que Sébastien Lecornu a redonné un peu de stabilité politique en suspendant donc cette réforme des retraites. Pourquoi cette indulgence? Comment on l'explique de la part des marchés financiers, Guillaume? D'une part, la France est un pays où malgré tout la dette souveraine n'a pas été, a connu beaucoup moins de crises dans le passé qu'en Allemagne, par exemple. Donc ça compte dans l'histoire longue. Et d'autre part, pour une raison qui est assez simple, c'est que en fait, il n'y a pas de problème de dette publique en France, au sens où nous n'avons pas ce qui a amené la Grèce ou ce qui amène l'Argentine à devoir avoir recours au FMI, déficits extérieurs. Des déficits extérieurs significatifs. Il a même beaucoup réduit. Qu'est-ce qu'on appelle déficit extérieur pour ceux qui nous regardent, qui comprennent pas? C'est l'échange des biens et des services, plus les flux de capitaux qui rentrent et qui sortent. Et on est à l'équilibre. On est quasiment à l'équilibre. La dette extérieure de la France s'est même significativement réduite l'an dernier. Donc on n'est pas du tout dans la situation de l'Argentine ou de la Grèce sur ce plan-là, et les investisseurs le savent. Ils savent qu'il y a beaucoup d'épargne en France, ils savent que le gouvernement, s'il y avait des tensions et des difficultés sur la dette publique, pourrait effectivement taper dans cette épargne des Français et des Français riches en particulier. Donc c'est ce que Emmanuel Macron a refusé de faire depuis 8 ans jusqu'ici. Il a préféré creuser les déficits parce que les gens de droite préfèrent toujours emprunter de l'argent aux riches plutôt que leur faire payer des impôts. C'était la même chose avec Nicolas Sarkozy. Mais les investisseurs savent que ça fait sourire, cette richesse est là et qu'on peut s'en servir s'il y a des difficultés sur la dette publique française, ce qui fait qu'ils sont rassurés, je pense, à moyen terme. Sans voir les conséquences de la suspension de la réforme des retraites pour les finances publiques, parce qu'on se dit bien qu'il y a une élection. Oui, mais on se dit bien qu'en 2027, il n'y a pas un seul candidat à la présidentielle qui va se présenter en disant on va travailler plus longtemps. Non, mais... elle est peut-être définitivement enterrée. Elle est potentiellement définitivement enterrée. Mais les investisseurs auraient pu s'en émouvoir, justement, avec les conséquences financières que ça peut avoir. Là, ce qui est apprécié par les marchés, c'est le retour d'une certaine forme de stabilité politique pendant quelques semaines. Oui, mais il n'y a pas de réduction du déficit. On reste à 5 points de PIB. Non, je pense qu'il y a effectivement quelque chose qu'il faut rappeler, qui est peu su, Guillaume. Donc, ce n'est pas de l'indulgence, c'est pas de l'indulgence. Non, mais analyse rationnelle. Qui est très important. C'est que depuis 1800... peut-être, il faudrait regarder le cas d'Angleterre parce que je ne suis pas sûr. Mais depuis 1800, le seul grand État développé qui a toujours payé ses dettes, c'est la France. Et notamment, y compris après la défaite de 1870. L'Allemagne a fait défaut à plusieurs reprises. L'Italie a eu beaucoup de malheurs. Mais je pense qu'il y a eu des défauts aux États-Unis au 19e. Et l'Angleterre... Vous pensez que les investisseurs remontent jusque-là dans la... Donc, non, mais un pays qui paye toujours ses dettes... Vous savez, quand vous faites de la banque, les banquiers qui prêtent aux clients, ils savent très bien qu'il y a des familles qui remboursent toujours et des familles qui contournent toujours les remboursements. Et donc, c'est intégré dans le profil psychologique des gens auxquels on prête. Quand on contourne, c'est qu'on n'a pas le choix souvent. Mais... Donc, non, mais la France a un profil psychologique de pays qui paye. Bon, donc ça peut changer, bien sûr, un jour. L'autre point, malgré tout, c'est que ça va très au-delà de ce qu'on évoque. Mais je pense qu'on va avoir des ruptures terribles au niveau européen. L'Europe ne va pas pouvoir continuer à 1% de croissance. Le régime dans lequel on vit au niveau mondial depuis 20 ans, c'est une Europe à 1%, les États-Unis à 2%, croissance mondiale à 3%. Par rapport à notre sujet, non, mais parce que les marchés qui sont trop indulgents ou pas. Parce que je pense qu'il va y avoir des ruptures au niveau monétaire et politique qui font que la France pourrait apparaître à un moment donné comme un pays relativement stable et que donc
c'est pas le risque macroéconomique, sauf si vous aviez un Mélenchon qui arrivait au pouvoir ou une Le Pen qui ne saurait pas exactement ce qu'elle veut faire, mais il n'y a pas de risque existentiel. Ce qui est inquiétant, c'est la mauvaise gestion sur la durée et c'est l'incapacité à se mettre d'accord sur un plan de développement stratégique pour que collectivement on investisse dans les nouvelles technologies pour remonter dans la chaîne de valeur ajoutée. Oui, mais on le fait pas. Voilà. Donc à un moment donné. Aujourd'hui, juste pardon, mais moi, ma question. Si la France était bien gérée, on peut croître à 3%. Bien sûr, mais moi ce qui m'intéresse là, et c'est la question du débat, c'est encore une fois, est-ce que il y a de la complaisance, de l'indulgence, ou c'est de l'analyse rationnelle et que la France aujourd'hui mérite, on est 25 points de base plus bas qu'il y a 15 jours. Qu'est-ce que price les marchés aujourd'hui? C'est que la France aura un budget, c'est que c'est la fin de la stabilité politique. C'est quoi ce qui est anticipé par les investisseurs? Oui, enfin, quel est le message qui est envoyé? Les variations sur les marchés financiers à court terme, que ce soit pour les actions ou pour les obligations, sont toujours un peu excessives et irrationnelles dans les deux sens. Mais comme comme je l'indiquais tout à l'heure, je crois qu'il est assez rationnel, il reste assez rationnel. Donc il n'y a pas d'indulgence particulière. D'avoir confiance dans le fait que la France remboursera sa dette. Après, que les investisseurs soient rassurés par le fait que Marine Le Pen n'arrive pas au pouvoir dans 3 semaines parce qu'il n'y a pas de dissolution et pas d'élection, je le comprends tout à fait. Ce serait une perspective extrêmement inquiétante puisque ce serait d'avoir en France une politique à la Trump, quelque chose d'absolument incertain qui rendrait d'ailleurs la propriété du capital totalement fictive. Enfin, on risquerait d'aller dans le sens du poutinisme, d'un État mafieux qui met la main sur le capital privé, comme le fait Trump aux États-Unis. Pas les indications données comme le fait Trump aux États-Unis. Oui, Christian ? Non, mais ce que décrit Guillaume semble à côté de ce qu'on voit. Alors, le problème du RN, c'est qu'il n'a pas un programme économique cohérent, mais on ne voit pas une évolution vers la spoliation. Apparemment, ce que j'ai lu, c'est qu'ils veulent favoriser le développement des PME, des ETI, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de zones d'incertitude sur ce qu'ils voudraient faire. Et c'est une catastrophe pour les marchés si le RN avait encore une fois... Ça dépend de ce qu'ils annoncent une fois au pouvoir. Vous ne pouvez pas savoir. Il faut toujours se souvenir que Syriza, en 2010, condamnait en Grèce, condamnait les programmes imposés par la Commission européenne et la Banque centrale européenne. Et ensuite, c'est Syriza qui l'a mis en œuvre. Donc un parti politique, on ne sait jamais ce qu'il va faire tant qu'il n'est pas aux affaires et tant qu'il n'est pas confronté aux réalités. Sur le RN, son programme pour l'instant est suffisamment flou. Il n'y a pas de raison de penser que ça deviendrait poutiniste. Et il y a quand même un état de droit en France qui n'existe pas en Russie. Mais enfin, bon. Qui n'existe pas aux États-Unis non plus? Et ça empêche Trump de faire ce qu'il fait? Non, mais aux États-Unis, pour l'instant, il n'a pas pris la possession du capital privé. Il fait plutôt l'inverse. Il réduit les impôts sur les riches. Il améliore... il ne sert que ses amis... non, mais le régime... Les achats publics, non, mais ce qui se passe actuellement aux États-Unis... sur les entreprises qui ne lui obéissent pas sur différents plans. Non, mais c'est un personnage grotesque. Et en plus, c'est le modèle de l'extrême droite européenne. L'enrichissement personnel de la famille Trump, leur patrimoine a doublé en quelques mois. Ah oui. C'est un scandale insensé. Mais il n'y a aucune raison de supposer que ça serait fait... Enfin, n'anticipons pas et essayons de remettre la France Est-ce que cette accalmie, encore une fois, sur les taux souverains français, c'est important, ça finance l'économie française, les particuliers, les entreprises. Cette accalmie, elle peut se poursuivre. Ou si Moody's vient nous voir le 24 octobre, donc dans quelques jours, et dégrade la France à simple A, ça va relancer, encore une fois, les tensions sur la dette française. Vous en pensez quoi? Parce que je suis sûr qu'in fine, les gens se disent, enfin les investisseurs se disent, la BCE, elle viendra en dernier recours, elle viendra nous sauver. C'est ça aussi qui permet aux investisseurs de rester... L'euro aide beaucoup, bien sûr. Si nous étions restés ou revenus, comme Marine Le Pen le souhaitait, au nouveau franc et si nous avions quitté l'euro, nous serions certainement dans une situation très différente en termes de taux d'intérêt
intérêt. Mais pour autant, effectivement, rien n'est joué. C'est-à-dire que beaucoup va se jouer dans les semaines qui viennent, comme on le disait tout à l'heure. La nature du débat parlementaire, son issue. Est-ce que la France est capable de s'habituer rapidement à quelque chose qu'elle n'a jamais pratiqué depuis 1958, en tout cas, c'est la négociation entre groupes parlementaires, le compromis, on va aboutir sur un budget. etc. Vous pensez d'ailleurs, j'aurais dû vous poser la question, vous pensez qu'on va aboutir ou pas à un budget voté par l'Assemblée, pas par ordonnance derrière, mais par l'Assemblée, parce que de cette question-là découle aussi le sujet de l'indulgence ou pas des marchés qui, pour le coup, pourrait de nouveau nous faire payer plus cher notre dette. J'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, c'est la bouteille à l'encre, on peut avoir sur la table... Oui ou non, juste on peut avoir un budget voté à l'Assemblée. Non, mais sur la table, on a un budget qui présente une réduction du déficit, en même temps avec une augmentation significative des dépenses militaires dont on sait qu'elles vont profiter essentiellement à l'industrie, alors qu'on a justement besoin de réindustrialiser. Donc il y a des choses qui ne sont pas absolument négatives. Simplement, si à l'arrivée dans 60 jours, contrairement à tout ce qu'on dit aujourd'hui dans cette émission, in fine, on a une taxe Zuckman à 2% sur l'ensemble du patrimoine. S'il y a d'autres mesures, suppression des mécanismes qui permettent... Donc on peut avoir un budget, mais un mauvais budget. Voilà, on peut avoir un mauvais budget. Maintenant, si, comme on l'a dit ici, parce qu'on essaye de rester dans le cadre de la raison, si on est toujours avec une réduction du déficit de 40 milliards, que la CDHR... Aujourd'hui, c'est 30, le budget du gouvernement, c'est 30 milliards. C'est un point. C'est une trentaine de milliards. Si, Roland Lescure. Bon, alors, si c'est 30 milliards... de l'économie qu'il a dit. Disons que trentaine de milliards. Mais si c'est 30 milliards, mais si on augmente les impôts sur les riches, ça augmente l'effort qui est fait. Mais si donc on a une réduction significative du déficit et qu'il n'y a pas de monstruosité fiscale, c'est-à-dire que peut-être on a mis la CDHR à 22% en annonçant qu'elle est là pour 3 ans, si on a commencé à évoquer le fait qu'on va essayer de mettre plus d'intelligence dans les réductions de cotisations sociales à bas niveau, ça peut passer. Donc pour vous, on peut avoir un budget? On peut avoir un budget raisonnable, mais le risque qu'il y ait un dérapage existe. Je pense que le risque principal, c'est de ne pas avoir de budget au bout de 70 jours. Oui, ça reste un risque tout à fait plausible, malheureusement. Est-ce qu'il vaut mieux un budget foufou voté ou pas de budget? Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de budget foufou voté, contrairement à ce que Christian redoute. Je pense surtout qu'il peut ne pas y avoir de budget voté, et s'il n'est pas voté, ça finit par ordonnance. Ça finit par ordonnance. Oui, c'est ça. Ce qui ne créerait pas forcément une situation où il n'y ait pas de budget, mais ce qui créerait une situation politique sans doute très tendue et probablement une censure socialiste, mais on a du mal à se projeter.